Bon, ce soir, comme on vous l'a annoncé dans nos stories, on va parler des soins de développement en néonatologie. Et bien entendu, c'est toujours avec Marie Tessier, infirmière puéricultrice et fondatrice de Bidibou qu'on va en parler ce soir. Marie va nous expliquer ce que sont les soins de développement et surtout leur utilité. Et évidemment, comme à chaque fois, on vous invite à participer au live en posant toutes vos questions ou en partageant votre expérience en unité néonatologie, que vous soyez soignant ou parent, en commentaire juste en bas de votre écran. Marie, est-ce que tu veux ajouter un petit quelque chose avant qu'on commence? Oui, alors les soins de développement, c'est quelque chose qui me passionne et qui m'intéresse beaucoup. Après, tu vas dire, c'est comme tout quand on parle de la prématurité. À chaque fois, je dis, ah, ça, c'est super important. Mais en fait, les soins de développement, ça fait partie des choses qui sont effectivement très, très importantes et beaucoup de choses vont s'articuler autour. Et donc, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui est assez vaste. Et donc, du coup, je me suis permis d'avoir mes petites notes avec moi parce que quand c'est des sujets importants comme ça, je ne veux pas dire de bêtises. Et du coup, voilà, que ce soit bien clair. Et vous m'excuserez d'avoir des petites notes pas trop loin. Mais comme ça, moi, vous savez pourquoi des fois je baisse la tête. Voilà. Et moi, j'en profite pour dire que moi j'ai toujours mes petites notes aussi. Donc voilà, on est dans le même bateau et on préfère en effet regarder nos petites notes que de vous raconter des bêtises parce que c'est des sujets très importants qui voilà, tout est bien concret, expliqué. Donc voilà, ne pas dire de bêtises, c'est très important. Ce qu'on veut, c'est vous véhiculer de l'information qui soit correcte. Marie, ce que je te propose, c'est que pour commencer, moi j'aimerais bien comprendre et connaître un peu les prémices des soins de développement. Alors, c'est pour ça que j'ai besoin de mes petites notes parce qu'on va commencer par un petit historique pour expliquer comment ça s'est mis en place et comment c'est arrivé jusque dans nos services de réa-néonat et de néonat. Donc, en fait, pour rappel, on a 60 000 naissances de bébés prématurés, c'est-à-dire de bébés nés avant 37 semaines en France par an. Il y a 8 500 grands prématurés, c'est-à-dire en dessous de 32 semaines. Et on a 1% des bébés qui naissent en dessous de 28 semaines d'aménorrhée. Donc ce ne sont pas des chiffres anodins et c'est une population qui est extrêmement surveillée sur son devenir et son évolution. La réa néonate, on commence à en parler dans les années 60-70. On a surtout de la réa poly en 1964 à Saint-Vincent-de-Paul. Donc réa poly, c'est plus pédiatrique de façon générale et du coup aussi des bébés quand il y a besoin. Et en fait, le terme de réa néonate, on va l'avoir en 66 à Port-Royal, donc sur Paris. Et en fait, à l'époque, ils vont essayer de faire ce qu'ils peuvent, mais ils vont se baser sur la façon dont sont installées les réanimations polyvalentes adultes. En gros, on fait de l'AREA chez les adultes, on a des bébés qui vont pas bien, des enfants qui vont pas bien, on fait la même chose pour les prendre en charge au niveau respiratoire, etc. Et au fur et à mesure des années qui vont passer, la prise en charge va évoluer grâce aux découvertes qu'on va faire, tout autant au niveau de la réanimation et de la prise en charge en réanimation, mais aussi au niveau des enfants et des bébés. Dans les années 70-80, il va y avoir un changement dans le mode de ventilation. On va découvrir la CPAP et on va pouvoir ventiler un bébé sans forcément qu'il soit intubé en apportant une pression positive. Et on a quand même des taux qui sont assez lourds au niveau des décès parce que pour les bébés de moins d'1,2 kg, on va compter 80% de décès dans les années 70 et vous allez voir comment ça va s'inverser en 10 ans. Dans les années 80, on compte 80% de survie. Donc là, on ne parle même pas de conditions de survie après, on parle juste de bébés qui survivent ou pas à la prématurité. Donc déjà en 10 ans, avec le changement de ventilation, alors pas qu'avec ça, mais déjà, on inverse la tendance. Entre 80% de décès, on passe à 80% de survie. Ce n'est pas Dans rien. les années 80-90, une nouvelle évolution par rapport à la maturation pulmonaire en anténatale et les fameuses injections de corticoïdes que l'on propose aux mamans quand on sent qu'il va y avoir un risque d'accouchement prématuré qui permettent de maturer un petit peu les poumons. Et donc, on voit bien, nous, soignants, la différence entre les mamans qui ont eu les injections et celles qui ne les ont pas eues avec la façon dont l'enfant va en fait plus facilement gérer la respiration quand il y a eu ces fameux corticoïdes. Et donc, en fait, l'introduction de ces corticoïdes vont permettre une diminution de la mortalité de 40%, une diminution de la maladie des membranes hyalines de 50%, et donc moins d'entérocolite aussi, moins d'hémorragie intraventriculaire. Enfin, du coup, pendant ces 10 ans-là, il y a quand même de sacrées évolutions déjà au niveau du quotidien du bébé hospitalisé et de sa survie, en fait.
Dans les années 90 et 2000, nouveau produit qui a introduit post-natal, c'est le surfactant. Donc le surfactant, c'est le produit qu'on va aller mettre au niveau des poumons du bébé pour faciliter la respiration, puisque c'est une des causes de l'immaturité avec la maladie des membranes hyalines. Il n'y a pas assez de surfactant, ce produit qui permet au tissu de bien glisser pour permettre aux poumons de s'ouvrir correctement pour être ventilés. Et donc ça aussi, énorme différence dans la prise en charge avec des bébés qui du coup respiraient mieux et donc avaient moins besoin d'assistance respiratoire lourde, etc. Et puis ce qui a énormément changé aussi, c'est en 98, c'est le décret Périnat qui a permis de mettre en place et de répartir dans chaque département les différents niveaux d'unité de soins, niveau 1, niveau 2, niveau 3, et de permettre les transferts in utero des mamans quand on voyait que l'accouchement était éminent, que les grossesses étaient difficiles, de les transférer dans des niveaux où il y avait des services type 3 qui allaient pouvoir les prendre en charge avant que le bébé naisse, plutôt que d'avoir un bébé qui naît dans un endroit qui n'est pas adapté et après de transférer. Et donc, en fait, toute cette évolution a permis déjà d'augmenter la survie de ces bébés prématurés, mais aussi d'augmenter la qualité de la prise en charge et de diminuer les séquelles respiratoires en cours d'hospitalisation. Mais au final, la prise en charge est restée calquée sur en fait les réas adultes. Donc, dans les réas néonates des 20 dernières années, en fait, c'était surtout les salles de réa, des grandes salles avec plein de couveuses côte à côte, un peu comme avec les adultes, avec besoin de surveillance, donc les néons à fond, les machines qui font du bruit, les parents qui n'étaient pas invités à être présents pendant les soins. Les services ont mis du temps à s'ouvrir, alors ils étaient acceptés, mais sur certains horaires, enfin... Voilà, toutes ces choses-là étaient vraiment calquées sur l'adulte. Et puis du coup, on s'est dit, tiens, ces enfants, finalement, ils vont mieux, mais quand on regarde un peu leur développement futur, il y a encore quand même pas mal de séquelles au niveau développement neuromoteur, cognitif, intellect, voilà, c'est au niveau de l'attachement affectif et tout. On connaît les facteurs de risque médicaux avec toutes les prises en charge. Plus ça va, plus on joue dessus et plus on arrive à gérer ça. Mais comment ça se fait qu'on n'avance plus, quoi? Et si c'était à cause de l'environnement? Si la façon dont on les prenait en charge au quotidien pouvait impacter sur la façon dont ils vont se développer après? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que finalement, le bébé prématuré a un cerveau qui n'est pas totalement fini, qui est immature, et qui, du coup, ça fait un peu partie aussi de toute cette prise de conscience de la douleur du bébé, hein, parce qu'on opérait encore dans les années 80 des enfants en se disant qu'il n'y avait pas que la sensibilité à la douleur était moindre, qu'il n'y avait pas de besoin d'anesthésie, etc. Parce qu'on pensait que comme les bébés étaient immatures, et du coup, ils réagissaient moins. Maintenant, on sait que comme ils sont immatures, justement, ils réagissent plus. Voilà. Donc, toute cette prise de conscience a fait réfléchir et dire peut-être que l'environnement, finalement, a un impact sur le développement cérébral. Et comme le cerveau a une grosse plasticité cérébrale, enfin, est capable de remodeler des choses, voilà, peut-être que si on intervient sur l'environnement, on va favoriser un développement optimal du cerveau et limiter, voilà. Et il se trouve que effectivement, il y a une incidence sur le développement du bébé par rapport à son environnement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'environnement? Du coup, ils se sont dit, l'environnement de ce bébé, ça va être tout ce qui va être le bruit, la lumière, mais finalement le stress, la douleur, la façon dont on les positionne, et puis peut-être aussi, tiens, la présence des parents. Peut-être que ça joue aussi finalement, ils en ont peut-être besoin un peu des parents. Et ils ont réfléchi, quand il est in utero, comment ça se passe? Alors attends, in utero, il est toujours dans le noir. Alors du coup, on a des chiffres. In utero, on mesure ça en lux, la luminosité. La luminosité. In utero, voilà, on est à 150 lux. Et en réa, on est à combien? On est entre 250 et 1500 lux. Et encore, je ne vous parle pas de quand on est sous photothérapie, ça décolle à plus de 2500. Ah ouais, il y a une sacrée différence quand même. Et au niveau du bruit, le bruit, quand il est dans le ventre de sa mère, les battements du cœur, c'est 28 décibels. Ok, et l'environnement là de l'AREA, l'environnement de base, sans les alarmes et tout, on est à 80 décibels. Ah Sans ouais, les d'accord. alarmes. Donc, sans les alarmes, en gros, l'environnement, voilà. Et 80 décibels, hein, c'est... alors, je me souviens plus, j'ai regardé parce que j'ai des tableaux, mais je sais pas si c'est pas un bruit de rue, enfin, ou un lave-vaisselle très fort. Enfin, c'est fort, quoi. Enfin, 80 décibels, c'est assez fort. Et puis après, tiens, finalement dans le ventre, il est tout léger ce bébé, il bouge comme il veut au niveau. Et là, dès qu'il est né, il est soumis totalement à la pesanteur, donc du coup, il est complètement écrasé.
Et puis les odeurs, les odeurs, il y a le gel hydroalcoolique, il y a les médicaments, il y a les produits d'entretien. Dans le ventre de la maman, c'est l'odeur du Tout liquide ça, c'est assez. amniotique, du lait de mère. Et puis le toucher, enfin voilà. Donc en fait, ils ont réfléchi comme ça et ils se sont dit, ah bah tiens, au final, il y a une importance par rapport au bien-être parental, à la nutrition. Tiens, l'allaitement. Peut-être qu'un bébé allaité, quand il est préma, il y a peut-être des différences avec un bébé qui n'est pas allaité. Et puis, par rapport à son sommeil aussi. C'est vrai, quand il est dans le ventre, finalement, il dort tout le temps. Puis nous, quand on s'occupe de lui, on est là toutes les 3 heures à le réveiller. Et donc voilà, donc ils se sont dit, bah, finalement, c'est peut-être un problème. Le préma, c'est pas un mini-adulte. Enfin, l'enfant n'est pas un mini-adulte. Et en plus, le préma, comme il est prématuré, il est immature. Donc finalement, c'est Immature. pire, quoi. Et donc, peut-être qu'il pourrait y avoir une meilleure façon de prendre soin de ces bébés en faisant attention à l'environnement pour favoriser le développement. Soins de développement. Ah, d'où les soins de développement, c'est ça. Voilà. La En gros, définition, c'est donc la définition même des soins de développement, ça va être justement de venir prendre en compte tout cet environnement extérieur, c'est ça? Est-ce que Alors, tu peux nous donner une définition précise des alors, soins de développement? en fait, les soins de développement, ça va être toutes les stratégies qu'on va mettre en place dans la prise en charge de ces bébés pour favoriser un développement cérébral optimal. Donc en D'accord. gros, donc ça va être en fait délimité sur on va essayer, enfin délimité pas du tout. Ça va être répertorié en 3 gros items en gros. Donc on va Mhm. avoir comment on peut agir au niveau environnemental. Donc c'est Environnemental, ce donc qu'on là, vient c'est de ce que tu voir au disais, le niveau de bruit, la l'environnement. lumière. Voilà, le bruit, la lumière, l'espace, toutes les couveuses dans la même chambre ou alors on fait des chambres individuelles. Enfin voilà. Individuel. Alors après, le bruit, ça va loin, hein. C'est-à-dire que le bruit, c'est aussi donc tout ce qui est alarme, etc., le souffle des respirateurs, mais ne pas faire les transmissions dans les chambres, ne pas claquer les portes, ne pas jeter des seringues dans les Oui, poubelles. Enfin, voilà, c'est ouais. très, très C'est des vague, tout petits très gestes, vaste. mais qui vont avoir beaucoup Tout à fait. d'importance. D'ailleurs, on voit hein, les bébés qui sursautent Oui, c'est ça, ils dans leur sursautent, ouais. sommeil. Voilà. Ensuite, il y a au niveau de la stratégie comportementale, hein, c'est-à-dire en plus de l'environnement, quand on prend soin de ce bébé, est-ce qu'on respecte son rythme, comment on fait au niveau de la prise en charge de la douleur, par rapport à son sommeil, par rapport à la façon dont on le positionne, la succion qui est non nutritive, qui est importante, parce que finalement dans le ventre, il fait beaucoup de succion, mais sans Mm. forcément se nourrir à ce moment-là. Donc ça, c'est au niveau comportemental. Et puis la chose où on s'est dit quand même, les parents, voilà, le troisième axe, c'est le soutien à la parentalité avec un maximum de peau à peau, une présence des Mm. parents non limitée et une implication des parents dans les soins et dans les prises de décision autour de ce bébé. Voilà. Donc Une c'est vraie implication tellement, de la voilà, famille. Mm. c'est en fait réfléchir aux soins avec ces 3 notions-là en fond de réflexion. Voilà, D'accord. pour avoir une prise en charge optimale. Donc en gros, la Optimal. philosophie des soins de développement, c'est tenir compte des besoins du bébé pour l'accompagner de façon individualisée en fonction de ce qu'il nous montre et de ses besoins. Voilà, c'est D'accord. vraiment Donc c'est des vraiment, soins ça va être centrés vraiment une sur l'enfant. philosophie, voilà, une philosophie qui va être adaptée au cas par cas finalement. C'est ça. Alors c'est au Ok. cas par cas, en ayant en tête aussi la façon, l'immaturité du bébé prématuré et de ce que cela implique, en fait. Mhm. Donc de se dire, comme on disait tout à l'heure, finalement la douleur, il va la sentir encore plus que nous adultes. Mais Bien sûr. après, tel bébé, alors tu vois, ça c'est global, et puis après, de façon individualisée, on va se dire, tel bébé, tel soin, il ne le supporte pas. Oui, c'est Alors le que ça se compte. trouve, le voisin, Mm. c'est un soin qui... Voilà. Et quand on parle soin douloureux, moi je trouve ça très important. Dans les services, on a des échelles d'évaluation de la douleur, mais c'est de la douleur et de l'inconfort. Ça veut dire que, en gros, D'accord. mobiliser un bébé, ça peut être de l'inconfort si on le fait d'une manière qui ne lui est pas agréable pour lui. Donc c'est pour ça qu'en D'accord. gros, c'est tout le monde. Mais individuellement, et bah, peut-être que ce bébé-là, il n'aime pas quand je lui change le capteur de SAT de pied. Alors que le voisin, le capteur de SAT, ça pose pas de problème. Par contre, on a remarqué que dès qu'on modifie un peu la position, alors lui, il supporte pas. Voilà. D'accord. Donc Ça peut être effectivement, de la même façon pour, par exemple, la mise en peau à peau ou le bain. Ça peut être aussi à ces moments-là où l'inconfort peut être manifesté par l'enfant, c'est même sur ça. des Ouais, soins finalement plus, tout normalement à fait. plus Ouais. agréables. C'est des soins de D'accord. nursing, mais ça va dépendre de la façon dont tu le proposes au bébé et du moment où tu le proposes. On va le voir un peu après, mais comme on va tenir compte aussi de l'éveil du bébé, proposer un soin, proposer un bain par exemple à un bébé qui est complètement endormi,
il y a plus de chances que ça se passe mal. Alors que si tu attends que le bébé montre des signes d'éveil et qu'au moment Éveil. où lui est dans une phase d'éveil, tu dises ah tiens là c'est le bon moment, on va lui proposer un bain. Alors généralement le bain on essaye de le faire sur des phases d'éveil, mais par exemple l'alimentation, une alimentation à un moment où l'enfant est plus éveillé, plus actif, elle se passera nettement mieux que d'alimenter un bébé qui dort. Et je ne parle pas que de l'alimentation active, hein. Effectivement, Oui, on donne rarement un biberon à un bébé qui dort, mais quoique, des fois, quand on dit que les horaires de tétée, c'est telle heure, telle heure, telle heure, si ça ne convient pas au rythme du bébé, on se retrouve à donner un biberon à un bébé qui est complètement endormi, et généralement, ça ne se passe pas forcément bien. ça se passe. Voilà. Et pourtant, D'accord. ce n'est pas des soins douloureux. Voilà, Mais on c'est va ça, c'est ce créer que un je voulais inconfort justement et le soin exclure. ne se passera pas Mm. forcément correctement. D'accord. Mais Donc, alors, euh, du coup, donc voilà. qui était à l'origine de toutes ces recherches et qui en est venu à justement à mettre en place ces soins de développement? Bah oui, parce que là, du coup, on vient de voir que pour adapter les soins, il faut réussir à observer les bébés. Mais alors, on part de loin hein, quand tu parles d'observer les bébés, parce que les bébés, dans les années 50, et encore pendant longtemps, et encore pour certaines personnes, un bébé, en gros, c'est un tube digestif, quoi. En gros, un bébé, ça mange et ça élimine. Donc, il dort, il mange et tu changes la couche. Et donc, heureusement, il y a des gens qui se sont dit, non, mais ils ont plus de choses à nous dire que ça. Et donc, il y a un pédiatre américain que j'aime beaucoup et dont j'ai déjà parlé qui s'appelle Monsieur Brazelton, qui lui était dans les années 70 et qui a commencé à montrer que le bébé était aussi une personne et qu'il avait des choses à nous dire. Et donc, en fait, il a dit, je lis hein, pour ne pas me tromper dans la citation, La citation. les comportements du bébé sont les reflets internes de son organisation et de ses réactions aux stimuli présents dans son environnement. C'est-à-dire, en gros, un bébé va se comporter en fonction de ce qu'on lui impose dans l'environnement. Et les réactions qu'il va avoir sont liées à la façon dont il va être capable de s'organiser et de se protéger face aux différentes stimulations. Voilà. Si en gros, tu es en train de dormir, je te déshabille pour aller au bain, tu vas te mettre à pleurer, quoi. Je suis pas Donc content. voilà, Ouais. c'est un peu normal. Il est au chaud, il est dans son truc de sommeil, et puis pouf, voilà. Et Monsieur Brazelton, il était surtout sur enfin, il était particulièrement sur les bébés à terme, quoi, qui allaient bien et tout ça. C'est-à-dire qu'il a juste prouvé Ah, d'accord. qu'il y avait des réactions, voilà, sur des bébés qui n'ont pas de pathologie particulière, mais ça a permis en fait de montrer les compétences du bébé et de dire bah, pourquoi il réagit comme ça. Et donc c'est lui qui a fait la fameuse échelle dont je parle beaucoup, l'échelle NBAS, qui veut dire néonatal Behavioral Assessment Scale, ce qui veut dire en gros l'échelle d'évaluation du comportement du nouveau-né, et qui permet de montrer aux parents les compétences de leur bébé. Voilà, et donc de montrer qu'il est capable de protéger son sommeil, de réagir à la voix de sa mère, les fameux réflexes archaïques, enfin voilà, toutes les compétences qu'il a. Et donc ce monsieur, il a vraiment fait évoluer toutes les choses par rapport à la reconnaissance des besoins de l'enfant et de ses capacités. Et du coup, il a eu pas mal d'étudiants. Et dans ces étudiants, il a eu Madame Heidelise Hals, qui, elle, en fait, s'est dit, bah oui, c'est super là, sur tous les bébés et tout ça. Mais alors les bébés prématurés, vu qu'ils sont immatures, bah, c'est encore pire finalement, parce que tous ces moyens de protection, bah, ils doivent avoir encore plus de mal à les mettre en place puisqu'ils sont immatures. Et donc elle, en fait, elle s'est dit, bah, l'échelle de Monsieur Brazelton, on va l'utiliser comme outil d'observation dans les services de néonat pour mieux voir quels sont les besoins de l'enfant. Et c'est ce qui a mis en place le programme NIDCAP, qui permet D'accord. justement, en gros, voilà, donc on va revoir les soins de développement, c'est des soins basés sur l'enfant et sur l'observation de l'enfant. Et en fait, il existe plein après de soins de développement qui existent, des programmes de soins de développement un peu spécifiques. Et donc, entre autres, il y a le NIDCAP, et c'est celui qu'on connaît beaucoup en France et qui est pas mal utilisé. Alors, je veux quand même en profiter parce que moi, je suis moins formée sur l'autre technique, mais je la découvre un peu et je trouve que c'est important d'en parler. Il y a aussi Monsieur Bullinger en France qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui lui disait le développement, c'est un processus, c'est pas un état. Donc entre la naissance et les 2 ans de l'enfant, l'enfant il va construire les sous-bassements, c'est-à-dire que les bases de son développement psychomoteur après, affectif et cognitif, donc intelligence, etc. Et en gros, si on ne lui donne pas la possibilité de bien construire la base, bah, la maison après, elle va être bancale. Et en fait, D'accord. il Ouais, a les beaucoup fondations ne sont pas travaillé, là. c'est ça. Et il a beaucoup D'accord. travaillé sur le handicap en disant finalement le handicap, bah, c'est une vision qu'on a. Ça veut dire que l'enfant n'a pas les compétences identiques à la norme de tous les enfants. Mais il a d'autres compétences.
Par exemple, un enfant qui n'a pas de bras, et ben, si on lui donne un crayon avec les pieds, il va être capable, s'il fait que ça dès la naissance, finalement, à dessiner avec un crayon avec ses pieds. Donc nous, on va dire il est handicapé, puisqu'il n'est pas capable d'écrire avec les mains. Mais on pourrait le voir autrement en disant, bah non, il a développé une sacrée compétence pour écrire avec les pieds. Hmm. Mais par rapport à la norme, bon voilà. Donc ça, c'est plus les travaux de Bullinger, mais Bullinger, c'est aussi énormément, un peu comme l'UNICAP, intéressé à l'observation de l'enfant et un peu aussi à son positionnement, à sa façon de protéger ces différents systèmes, etc., dont on va parler après. Et voilà, donc en néonat, il y a des inspirations Bullinger et il y a des inspirations NIDCAP, mais Handicap. au final, on s'en fout parce que au final, on observe le bébé. Ce qu'on veut, c'est Et observer le voilà, bébé et l'idée voilà. c'est d'observer le bébé en comprenant comment il se protège, quelles sont les attitudes de retrait ou au contraire des attitudes d'approche qu'il va avoir en fonction de ce qu'on lui propose. Donc dans les deux cas, on est sur l'installation, la prise en compte de l'environnement et bien sûr l'évaluation de ses compétences avec les parents comme acteurs d'accompagnement, quoi. Donc, D'accord. voilà, c'est ces personnes-là qui ont permis de faire ça. Qui ont permis en effet de mettre en place De donner des tout outils, en fait, doucement les outils, d'évaluation qui permettent après de mettre en place les soins de développement. les soins de développement. Et du coup, comment est-ce qu'on va observer le bébé? Alors, du coup, donc ces échelles d'observation, on va voir en fait si l'enfant, en fonction de la stimulation, il va aimer ou il va pas aimer, et comment il va réagir. Alors, on appelle ça la théorie synactive. Alors, le J'adore mot quand est tu... un peu barbare, mais je vais essayer de vous faire ça bien. Et j'essaierai Tu as plus dit tard de théorie refaire synactive, c'est ça? synactive. Oui, en fait, Synactive. synactive parce qu'on a différents systèmes. Donc, en gros, tout à l'heure, j'ai parlé d'une maison avec différentes fondations qui vont permettre que la maison, elle se tienne bien. On peut aussi le voir sous une forme de cible. C'est-à-dire qu'au centre, c'est le premier système principal et tout autour de ce premier système principal vont s'élaborer d'autres systèmes. Donc, en gros, euh, il va y avoir différents niveaux où l'enfant va être équilibré et s'il n'est pas équilibré, il ne peut pas équilibrer le niveau d'après. Si vous ne construisez pas bien le soubassement de votre maison, vous avez beau avoir un rez-de-chaussée qui est nickel, si le bas il est fragile, le rez-de-chaussée il va fissurer, quoi. Et alors le premier Mm. étage il va fissurer aussi et le deuxième étage il va tomber, quoi. Donc d'où l'intérêt d'avoir ces sous-systèmes dans l'ordre. Alors, le premier sous-système, le plus important, ça va être le système, ce qu'on appelle végétatif, c'est tout ce qui est neurologique. Donc, en gros, c'est le système de base essentiel pour vivre. En gros, c'est des trucs réflexes. C'est le fait de respirer, c'est le fait d'avoir le cœur qui bat, la régulation de la température, toutes ces choses-là qu'on fait sans s'en rendre compte. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, Mais qui si vous sont n'avez pas un vitaux. cœur qui bat, bah, t'as pas le cœur qui bat, tu vis pas. Mm. Après, on voit pas C'est le ça. reste, hein. Ça s'arrête Mm. là, quoi. Donc, en gros, si t'as pas le soubassement, tu peux pas poser le premier étage, quoi. Enfin, en tout cas, le rez-de-chaussée. Euh, il y a aussi tout ce qui est alimentation, la digestion, enfin, des trucs un peu réflexes et de base. Après ce premier niveau, le deuxième niveau, c'est ce qui va être moteur. Donc le moteur, en fait, ça va être le tonus de l'enfant, la posture de l'enfant et la façon dont il va pouvoir bouger. Après ce mouvement, on va être sur le système veille-sommeil, c'est-à-dire en gros son sommeil, la façon dont il est capable d'enchaîner de façon adaptée les moments d'éveil, les moments de sommeil, quels sont les différents types de sommeil, le sommeil lent, le sommeil profond, les périodes de transition, l'éveil calme, l'éveil agité, les pleurs, enfin voilà. Donc ça c'est son sommeil. Ensuite, on va avoir au-dessus tout ce qui est interaction, sa capacité à communiquer avec les autres, c'est-à-dire à regarder, à échanger, plus tard à babiller. Et enfin, quand tout ça fonctionne bien, bah en gros, c'est un bébé qui est équilibré, qui est régulé et qui est capable aussi de s'auto-réguler lui-même. D'accord. Quand on va dans l'autre sens, si un bébé, par exemple, un bébé qui n'est pas capable de rentrer dans l'interaction, il n'arrive pas. Alors ça marche pour les bébés à terme aussi, hein, puisqu'on est aussi sur de l'observation de bébés à terme, hein. Un bébé qui regarde pas, et qui va pas, et puis qui pleure, et puis voilà, et ben généralement, c'est un bébé qui en même temps va être incapable de s'endormir, donc de passer d'un état calme à un état, à s'endormir, etc. Et donc généralement, c'est un bébé qui bouge dans tous les sens, et puis si on continue et qu'on n'arrive pas, nous, à l'aider, ben, généralement, ça finit par une bradycardie, par exemple.
Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on D'accord. n'arrive pas à réguler, ça joue. Ça C'est comme engendre si tu étais forcément. tout en haut et puis que du coup, hop, voilà. Ouais, Et tout c'est dans les deux sens s'effondrer en tout fait. doucement. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que D'accord. si tu n'aides pas à réguler, bah, hop, on va déréguler le système du dessous. Et hop, ça va déréguler le système du dessous. Et voilà. Et inversement, on va pas pouvoir réussir à calmer un bébé qui est en transe si on n'arrive pas à, je dirais, tu le tiens par un bras, il va hurler, il n'est pas bien au niveau, il n'est pas assis dans sa base, etc. Donc on va changer la façon dont on le positionne et du coup ça va le stabiliser. Donc il va pouvoir nous regarder. Enfin voilà, toutes ces choses-là. D'accord. Et on Donc remet tous les couches en fait. ces, voilà, on remet les couches. Donc en gros la question c'est quand on va provoquer quelque chose, une stimulation vers ce bébé, si la stimulation elle est inadaptée, ça va provoquer du stress et un retrait. Donc plus le bébé est mature, plus il va réagir facilement en pleurant, par exemple. Mhm. Plus il est mature, comme son cerveau n'a pas eu le temps de tout développer, et ben, il n'est même pas capable de pleurer. Et typiquement, en réa, c'est des bébés qui font des bradis. Les C'est bradis. des bébés qui font des dessats, c'est des bébés qui font des rejets. Parce que en gros, en fait, ils n'arrivent pas, même pas à pleurer. En fait, au niveau neuro, c'est ce qui intervient en premier. Voilà, Mhm. qui va. Donc, un bébé qui fait des bradis, alors ça peut être une immaturité qui fait que le cœur il a un peu du mal et que le cerveau il a un peu du mal à réguler et que de temps en temps il s'oublie, qu'il y a des apnées et tout. Mais ça peut être un bébé qui était tranquille, qui dormait et tout. On arrive, on fait un gros coup de bruit, pouitch, on Ça y vient est. Mhm. perturber son système du sommeil. Du coup, ça perturbe son mouvement et alors là, il supporte pas et il y a la bradie, quoi. Voilà. Donc les D'accord. bradies, en fait, elles peuvent être aussi largement diminuées quand on s'est rendu compte qu'en fonction de la façon dont on s'occupe du bébé, on va pouvoir Mhm. diminuer toutes ces réactions-là. Et c'est pour ça que dans l'échelle d'observation, on va observer la décoloration du bébé, donc un teint qui devient plus cyanosé, un bébé qui a moins de tonus, avec des bébés, par exemple, quand on leur donne le biberon et qu'ils font un comme ça, c'est des bébés où on sent qu'ils sont en retrait. En fait, ils nous disent, là, je peux plus. Un Je peux bébé plus. Mhm. qui enchaîne les moraux. Alors après, il y a plein, c'est l'échelle de Brazelton, il y a plus de 50 items. Donc c'est très 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 précis et c'est vraiment de l'observation en détail. C'est-à-dire Mhm. qu'on a des signes, un bébé qui va être comme ça en hyperextension, un bébé qui bâille, un bébé qui éternue beaucoup. C'est des signes en fait qui disent stop, stop, D'accord. je peux plus, je peux D'accord. plus. Donc typiquement un bébé qu'on fait boire, un préma qu'on fait boire et puis au début il est tonique et tout et puis on voit qu'il commence à être moins dans le contact, il nous regarde moins. Et puis il va avoir un tonus qui va il va être un petit peu plus mou, puis il va un peu moins téter. Puis on sent qu'en fait, il fatigue un peu. Il me dit, allez, il reste 10. Alors on insiste, on continue un peu. Et puis là, on voit qu'il commence un peu à fermer les yeux, il se rendort. Puis on insiste un peu. Bon, bah généralement, il y a la fausse route et la bradie, quoi. C'est-à-dire que depuis le début, il n'arrête D'accord. pas de nous Ouais. dire, là, je suis plus en Ouais, interaction. Et puis il donne vraiment là, des tu vois, signes en j'ai plus fait. de Mhm. tonus. Et puis tu là, ouais, je suis en train de dormir. Bon, bah là, stop, arrête, tu vois, je bradicarde. Ou alors je rejette. Je te remets Ouais. tout ton biberon dans ta tête. En gros, tu t'as pas écouté mes signes. Voilà. Et inversement, on a des signes bien spécifiques qui vont montrer qu'un bébé est détendu. Voilà, un bébé qui va être D'accord. capable de rapprocher ses mains sur lui, un bébé qui va avoir un visage qui est détendu, c'est-à-dire pas les traits Détendu. crispés, Mhm. des constantes qui sont correctes, une coloration qui est correcte. Hein, voilà. C'est-à-dire que tu as à chaque fois le pendant des signes de retrait De et des signes de signes retrait. plutôt de bien-être pour chaque système. Voilà, en gros. D'accord. Et donc c'est plutôt à ce moment-là que du coup, ça va être peut-être le moment de faire les soins, comme tu expliquais au départ. Finalement, quand tu as un bébé Alors, qui est, ça va être entre surtout, guillemets, oui. Ouais, en fait, c'est surtout que dès que tu vois, moi je dirais plutôt dans l'autre sens, ça veut dire que dès que tu vois que le bébé commence à te mettre des signes de du rejet, de retrait, dire stop, de ouais, retrait, voilà, de retrait, de rejet et tout, il faut que tu te c'est dises là, plutôt, mes ouais, soins, il faut que j'arrête, quoi. Là, d'accord, là j'ai dépassé, je sens qu'il me fait passer un message comme quoi il ne supporte plus. Il est plus capable de s'auto-réguler avec ce que je lui propose. Donc, moi, je vais le réguler. Alors, par exemple, c'est pour ça qu'on a installé des cocons. C'est pour ça qu'on fait des soins enveloppés avec des langes. Parce qu'on s'est mhm, rendu compte qu'en fait, le bébé, il avait plein d'immaturité et que du coup, le fait de soutenir ce bébé en mettant un lange, par exemple, eh ben, tu l'aides à réguler le système du tonus, de l'installation. d'accord, Donc, ça va lui permettre de mieux supporter le soin que tu fais derrière. Voilà. Donc, d'accord. effectivement, c'est hyper intéressant. Et donc, suite à ça, c'est comme ça qu'on s'est dit qu'on allait changer notre façon de faire les soins auprès des bébés, Auprès des après bébés. avoir vu Et du coup, comment, ces choses-là. bien sûr, oui, c'est très intéressant et c'est limite de la psychologie, quoi. On est vraiment dans l'observation, la compréhension des signes que vont donner les bébés. Je trouve que
c'est hyper pertinent. Après, il faut juste le savoir et le prendre en considération. Et du coup, comment vous allez mettre ça en place dans les services concrètement? Comment ça se passe? Alors, la théorie du coup des soins de développement, elle va s'articuler sur trois objectifs principaux qui vont être de diminuer les facteurs de stress, puisqu'on a vu que les facteurs de stress Mhm. environnementaux n'allaient pas aider. Donc, faire attention à la lumière, au son, etc. Donc, les parents qui sont en néonat, qui connaissent bien les couvre-couveuses. Il y a des Mhm. services où on a des espèces d'oreilles lumineuses qui s'illuminent quand on fait trop de bruit. Et puis, les équipes ont un peu modifié Ah, la façon de faire, hein, d'accord. de faire les transmissions au dehors de la chambre, que tout le monde rentre pas le matin lors de la visite, euh, de murmurer. La nuit, moi j'ai vu la différence quand j'ai commencé à travailler, on commençait à éteindre les néons. Moi j'ai commencé à travailler en 2004 et quand je suis arrivée de nuit, on était encore en train d'allumer, tout le monde allumait les néons quand c'était l'heure du tour. Et on a commencé à Ah ouais. installer des petites lampes pour mettre la petite Petite lampe juste à veilleuse. côté de la couveuse et puis allumer le néon. Alors après, ça ne veut pas dire travailler dans le noir, hein. C'est-à-dire qu'on est quand même en réa et effectivement, dès qu'il y a un souci, on rallume un peu plus, on Bien vérifie, sûr. voilà, on Oui, oui. reste quand même de la réa. Mais de façon Dans la générale, on mesure va du essayer de, possible, voilà. voilà, de faire attention à ça et puis d'être vigilant aux odeurs, faire attention aux lourds parfums qu'on peut avoir nous en tant que soignants, aux odeurs de café, enfin ça on en a déjà parlé, hein, dans tout ce qui est peau à peau et tout ça, et comment c'est important de privilégier l'odeur de la mère, qui est l'odeur qu'il connaît avec le passage in utero, et c'est pour ça qu'on privilégie de mettre des langes avec les odeurs des mamans. Et puis, effectivement, tous les bruits de soignants, les ouvertures de compresses. Et puis, la couveuse est une caisse de résonance formidable. Donc, on a arrêté de poser des trucs sur les couveuses, les Hmm. scratchs. Il y a plein de sons. En fait, c'est passionnant parce que quand on commence à mettre des micros et à évaluer le bruit qu'on fait, c'est Ouais, hallucinant. c'est Et on ça, se on se rend rend compte, compte voilà, finalement il faut prendre que le la temps. moindre petite... Ouais, c'est ça. Ah On ouais, a, c'est euh, passionnant. on a l'heure de la cigogne, bonjour, qui nous dit justement, quand on ouvre les tétrelles stérilisées, de le faire en dehors de la chambre. C'est ça. Parce que, Alors, a priori, voilà, c'est assez bruyant. Comme tu disais, ça ouvrir fait les partie compresses, ça doit être des... C'est sensiblement ça. le même son. Préparer quand on va faire une pause de caté, qu'il y a 20 000 trucs stériles à ouvrir. Alors c'est un peu compliqué parce qu'entre le stérile qu'il ne faut pas balader Oui, et voilà, on va essayer en tout cas de faire doucement. Et puis c'est pareil, on fait de la prévention pour pas balancer les trucs loin dans la poubelle, genre hop, je mets un panier. je fais un panier. Hop là, la poubelle est un peu loin, je lance. Bon bah non, on va rapprocher la poubelle. Quand on rapproche la poubelle, on va éviter de la balader avec les pieds pour pas faire les voûtes sur le sol. Enfin Hmm. voilà. Les services vraiment certifiés NIDCAP, etc., ils ont des structures spécifiques avec des matériels, des machines qui font moins de bruit, avec des niveaux sonores réglementés. Euh, Je vois le commentaire en même temps avec le Tu marchand de vois? poissons. Tout à fait, c'est un travail. Les soignantes, c'est un travail de fou quand on parle au milieu du service, etc. C'est très impressionnant les bruits, hein. Et d'ailleurs, les éclats de rire des soignantes font réagir les bébés. Les Enfin, ça bébés. fait partie. Ouais, ouais. Hmm. Donc toutes ces choses-là sont hyper importantes et c'est pour ça aussi qu'on a des répétiteurs d'alarme pour réussir à diminuer les alarmes dans la chambre pour les entendre un petit peu plus ailleurs. Enfin, que au pied du Ah, bébé, il y ait moins d'accord. de bruit. Hmm. Donc ça, c'est diminuer les facteurs de stress. Favoriser le bien-être. Donc là, favoriser le bien-être, c'est ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire essayer de respecter le rythme du bébé, Hmm. regrouper les C'est temps soins, d'éveil. s'adapter à sa capacité en observant comment il réagit. Et puis, ben, moi, la part que je préfère, c'est intégrer les parents aux soins, parce qu'en fait, on s'est rendu compte, mais c'est formidable ça, les parents, c'est des co-régulateurs, dis donc. C'est-à-dire que quand ils sont là et que c'est eux qui font les soins, c'est fou, le bébé, il les supporte mieux. Hallucinant quand même, hein. Donc, du coup, ça permet effectivement que les parents aient tout à fait la place qui leur est due, de les intégrer aux soins, ce qui leur permet aussi de les rendre autonomes dans la découverte des compétences de leur bébé et de comprendre comment le bébé fonctionne, ce qui va être un énorme avantage pour après le retour à la maison. C'est Hmm. hyper important. Et les faire devenir partenaires Parents, de soins. ouais, et Donc parents, voilà. de prendre leur place, ou en tout cas d'apprendre à devenir parents, même si le Oui. contexte est très particulier, mais je Et pense puis que ça parce doit qu'ils ont, énormément aider les parents. Ils ont leur place, en fait, c'est hyper intéressant dans la philosophie NIDCAP. C'est-à-dire qu'avant, tu as un dessin, tu as la couveuse, et puis tu as le soignant, et puis derrière, tu as le parent. Et puis après, on Mhm. s'est dit, bah maintenant, on va mettre la couveuse, le soignant, et en face, le parent, avec les mains dans la couveuse ensemble. Et en fait, normalement, il faudrait la couveuse, le parent, et derrière, le Et soignant, le qui soignant, soutient le parent qui s'occupe du bébé. qui Alors est en train après, de bien faire sûr, le soin. il y a des soins techniques médicaux, Oui, qui ne infirmiers, que peuvent les pas être parents vont pas faire. réalisés, bien sûr. Mais en fait, dans l'idée, c'est même pas je fais, le parent regarde, c'est pas je fais avec le parent, c'est le parent fait, et moi je suis là derrière
pour soutenir le parent qui fait. Voilà, c'est une autre façon D'accord. d'envisager l'accompagnement. Du coup, le programme NIDCAP, c'est vraiment un programme, c'est une certification. Être centre NIDCAP, ça veut dire être formé. La formation, c'est 2 ans. C'est hyper intense parce que l'échelle de Brazelton est extrêmement précise et détaillée. Et alors, comment ça se passe après? Il y a des observations NIDCAP, c'est-à-dire que les infirmières qui sont certifiées vont observer le bébé 20 minutes avant les soins, 20 minutes pendant les soins, 20 minutes après les soins, avec leur grille d'observation, pouvoir dire quand on a fait tel truc, j'ai observé qu'il retrait ou au L'enfant contraire, il aime bien, réagissait. ta. Et puis après, faire un compte-rendu très détaillé de ce qui s'est passé, de ce qu'elles ont vu, et en fonction de ça, détailler leurs recommandations. Cet enfant, il a besoin d'être regroupé, d'être enveloppé quand on fait ça, il préfère cette position-là, voilà. Et les observations sont à faire tous les 10 à 15 jours. Donc normalement, D'accord. les personnels certifiés et diplômés NIDCAP sont détachés des soins, puisque leur rôle, c'est vraiment d'observer et de ne pas intervenir dans le soin pour donner des conseils pour améliorer la prise en charge. D'accord. C'est Dans la avec leur mission au réalité, quotidien. c'est ça. Alors après, elles sont pas forcément très nombreuses dans les services et la réalité du terrain fait qu'on a de plus en plus de mal à avoir déjà un nombre de soignants suffisant et Mm. que malheureusement, c'est parfois compliqué de garder ce temps De détaché détacher. pour faire les observations. Et on sait bien que quand c'est un petit peu compliqué, les observations elles vont peut-être passer un peu plus à l'as. Un peu en Et second voilà. plan. Mais ça dépend des services. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il faut savoir que ça coûte très cher aussi, parce que du coup, comme c'est une certification, il y a plein de critères à respecter, et que du coup, ça peut faire peur à plein de services qui vont dire, ah bah non, on va pas se lancer là-dedans, ça Ouais. demande de la formation sur 2 ans, et puis c'est mieux quand il y a certains dispositifs de locaux, enfin, c'est un peu compliqué de faire du NIDCAP quand il y a 6 couveuses dans la même pièce, quoi. Oui. Enfin, Ça voilà. correspond pas Donc, du tout du coup, au. c'est un petit peu compliqué. Mm. Mais ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout à fait avoir la philosophie des soins de développement sans faire le NIDCAP. Puisqu'on a vu en plus que le NIDCAP D'accord. est une façon de faire les Mhm. soins de développement. On peut aussi avoir l'approche Mhm. boulanger et on peut avoir d'autres approches qui existent dans d'autres pays. La méthode kangourou à Bogota, avec un bébé en peau à peau 24 heures sur 24 et une prise en charge spécifique, c'est du soin de développement. Mais mode kangourou, Mhm. quoi. Voilà. D'accord. Donc, Donc du là, ce que tu es coup, en on train de peut le nous faire. dire, c'est que sans certification NIDCAP, on peut tout à fait, dans un service, mettre en place des choses pour que cette Oui. philosophie, quand même, elle soit appliquée et qu'on arrive à apporter du confort et du bien-être au bébé. Tout à fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, c'est une philosophie de soins. Après, moi, j'aime bien aussi dire que finalement, c'est la façon des puéricultrices de s'occuper des enfants. C'est-à-dire que quand j'ai découvert le NIDCAP, le fait d'être centré sur l'enfant en l'observant, mais de tenir compte de son environnement et de d'inclure les parents dans les soins, bon, bah, c'est ce que j'avais appris à l'école, en fait, sur ma façon de travailler en tant que puéricultrice. Donc, c'est ça qui est génial, c'est qu'en gros, de dire, en fait, c'est une façon d'envisager les soins. Donc, vous n'avez pas le matériel qu'il faut. Alors après, c'est vrai qu'il faut aussi se former à l'observation de l'enfant. Et moi, je suis dedans un peu plus là, avec l'échelle NBO, avec toutes ces choses-là. Et ça demande un sacré... Enfin, je pense que ça demande du temps, quoi. Ça demande d'en observer plein et de prendre ses marques, parce que c'est pas évident au début de repérer le sommeil calme, le sommeil agité. En plus, ça change très vite. Les signes de retrait, enfin, ça demande du temps et de l'investissement. Mais sans C'est avoir ce qui tout peut ça, rendre aussi passionnant votre métier, c'est de alors se oui, dire tout que à fait, finalement, c'est ça. chaque cas va être différent et ton Oui, observation et ton approche va être adaptée, en fait. c'est ça, et que tu n'es pas un robot et que Mm. tu t'occupes C'est de ça. chaque enfant en fonction de ses besoins. Alors, du coup, bah, comment on va faire? Donc, on a vu tout à l'heure la façon de mettre en place en diminuant le stress, etc. En gros, bah, on va individualiser, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Donc, vérifier sur 7 enfants quels sont ces Mm. signes de stress, ça, être vigilant, l'adapter ou non. Alors, c'est là où, du coup, effectivement, ça remet en question toute la pratique d'un service. C'est-à-dire qu'on va arrêter de dire que les horaires des TT, c'est telle heure, telle heure, telle heure, telle heure. Mm. Surtout en néonat. Voilà, un bébé à l'été, il aura peut-être besoin d'aller au sein toutes les heures. Et peut-être qu'on va pas dire, ah bah non, ce bébé-là, c'est 90 millilitres toutes les 3 heures, voilà. Ah bah non, finalement, il va faire une petite tétée de 30, et puis 1 heure plus tard, une Mm. petite tétée Et de encore 30, parce une. que c'est Mm. à ce moment-là qu'il est éveillé. Et puis là, j'ai besoin de m'occuper du baby d'or, bah je vais attendre un peu. Donc,
on n'est pas obligé non plus de tout changer dans le service, mais quand tu as 3 enfants à prendre en soin, eh ben, tu vas déjà essayer d'aller voir celui qui est réveillé. Donc tu vas les observer, Oui. voir celui qui Mm. a le plus de signes d'éveil, et tu vas commencer par celui qui a des signes d'éveil. Toi, on peut faire, en gros, il faut pas voir le haut de la montagne. Déjà, tu fais le premier virage, tu te Ouais, dis faire les déjà, petites moi, au choses. lieu, voilà, je vais pas faire la révolution dans mon service, je vais pas Mhm. changer tous les horaires de soins, mais déjà, moi, sur mes horaires de soins, je vais aller regarder lequel est le plus réveillé pour commencer par lui. Et puis, je vais adapter les soins à la façon dont lui, il me répond. Si je vois que c'est trop compliqué pour lui, je vais laisser tomber. Je vais essayer de lui proposer le biberon en fonction de sa capacité d'éveil. Si je vois que vraiment il dort, on va passer la fin par la sonde. Finalement, c'est peut-être mieux pour lui d'avoir bu que 5, mais de les avoir bu correctement, que d'avoir bu les 15 en faisant 4 bradis, quoi. Voilà, Et c'est une voilà, c'est façon ça. Mm. de faire. Après, le changement d'environnement, je pense que c'est ce qui est le plus reconnu et mis en place dans les services, avec effectivement des couvre-couveuses, avec des baisses de luminosité. Alors, je suis d'accord, là, je vois bien aussi les commentaires par rapport aux Mm. sonneries, Tu le vois les fait sonneries. qu'on est dépendant des pousses seringues qui sonnent à côté, que les infirmières ne viennent pas tout de suite, qu'on demande aux parents de ne pas éteindre, du coup ça sonne. C'est sûr que, voilà, dans la réalité de terrain, ça peut être compliqué aussi. Tout dépend de l'activité aussi dans le service, du nombre d'enfants. Enfin, mais on peut quand même faire des petites choses. Et rien que les couvre-couveuses, la mise en place des cocons, les soins enveloppés, les bains enveloppés, le fait de faire du pot à pot à volonté, sans restriction de poids, enfin tout ça, les mises en place précoces des allaitements, les tétés plaisir, ça fait Mm, partie des mm, choses mm, qu'on mm. peut faire. Et donc, du coup, le soutien de l'enfant pour son bien-être, donc individualiser, modifier l'environnement, et puis aider l'enfant à faire des soins à 4 mains avec les parents. Avec les parents et Voilà, les toutes soins. ces choses-là, elles sont tout à fait possibles à mettre en place. C'est ça, je trouve, qui est quand même très intéressante, c'est de se dire que ce sont des toutes petites choses qui peuvent finalement avoir un impact très important sur le Tout à bébé. fait. Ouais. Et limite, des fois, j'ai l'impression que quand tu l'expliques, parfois c'est un peu de bon sens en fait, au-delà de, tu vois, du NIDCAP, de la Oui, oui, certification, de la mise en place de plein de choses. Il y a des oui. fois, on se dit juste avec un tout petit peu de bon sens, parfois peut-être qu'on peut faire changer les choses aussi, Ouais. sans, évidemment, je Mais remets sauf pas que en question le fait c'est vrai que que c'est très c'est pas compliqué. évident, ouais. C'est pas évident parce que tu es dans des services de haute technicité avec des bébés qui font 800 grammes, avec des enjeux qui sont lourds et du coup, c'est pas évident de trouver l'équilibre en se disant, mais il a absolument besoin de ce traitement. Est-ce que je le réveille à ce moment-là? Enfin, il y a des choses où on peut pas tergiverser, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des traitements, Oui, bien sûr. c'est telle heure, quoi. Mhm. Maintenant, par exemple, je sais que moi, dans mon service, là où on avait fait énormément d'efforts, c'était regrouper les soins. C'est-à-dire de voir avec l'équipe médicale en disant, quand moi je viens de finir mes soins et qu'il est épuisé, bah, évite de venir une demi-heure après faire une échographie, où tu vas le Mhm. découvrir. Voilà. Quand tu as besoin de faire une échographie, tu m'appelles, je te dis quand est-ce que je fais mes soins et on groupe. C'est pour ça aussi qu'on demande aux parents, si possible, d'essayer de venir au moment des soins pour enchaîner sur les pots à pot, parce qu'on va essayer de grouper et de D'accord. respecter Mhm. le rythme du bébé en disant, bah là, vu qu'il faut que je le réveille parce que j'ai absolument besoin de lui faire tel antibiotique ou tel machin, bah si vous voulez, on en profite que je l'embête pour tout de suite le mettre dans vos bras. Voilà. Mais Oui, donc c'est ça vrai que nécessite quand même une ouais. réorganisation dans le En fait, service c'est une et autre façon de réfléchir, tu vois, bien sûr. Ouais. et Mhm. à plusieurs et en tenant C'est compte ça. des parents, quoi. Mhm. Donc, Alors, ouais. je me permets, Marie, on a eu Vas-y. quelques commentaires. Ah oui, on a une maman qui nous a dit, qui nous disait que donc, là, ils se sont aperçus que la musique douce permettait en effet à leur petit garçon d'être plus calme, de faire moins de descentes et de bradycardie. C'est quelque chose que tu avais pu vérifier toi aussi quand tu Alors travaillais en oui, service. alors c'est vrai, mais alors après c'est pareil, il faut être hyper vigilant par rapport à ça. Et moi, quand j'ai commencé à travailler, on avait mis beaucoup de musique, on faisait les soins en musique et tout. Alors c'est pareil, c'est dans l'observation du bébé. Ça veut dire qu'il y a des moments où la musique, elle sera pas du tout adaptée pour lui, ça sera de la Adapté. surstimulation. Alors peut-être que le lundi, autour de 14 heures, elle sera bienvenue et que du coup, ça va le calmer et voilà. Mais peut-être que le mardi, à la même heure, ça lui ira pas. Donc en fait, Mm. c'est important, mais en fait, c'est comme, c'est ce que j'aime bien dire par rapport à l'utilisation de n'importe quel outil. C'est que tu vas te poser la question de pourquoi je l'utilise à ce moment-là, pour quelle raison, combien de temps et comment. Et donc Mhm. la musique douce, effectivement, alors moi je trouve que la meilleure musique, c'est celle que maman elle chante, hein, ou que papa il chante, c'est la voix de maman, mais ça peut être effectivement les musiques qu'il entendait quand il était dans le ventre, donc Non, qui ouais. vont l'apaiser. Mais après, il faut savoir l'éteindre. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'elle soit là, par exemple, pour accompagner son endormissement, mais se dire, je la laisse pas après pendant 3 heures quand je suis plus dans la chambre, quoi.
Voilà, mais je suis d'accord. D'accord. Mais c'est intéressant parce que du coup, tu vois, il y a des choses qui se sont mises en place avec des interventions de musiciens dans les chambres pour accompagner des moments importants, des bains, des trucs Oui, comme c'est ça. vrai que j'ai déjà C'est entendu parler de super, ça. mais par contre, il faut toujours, faut pas que ça devienne un protocole et une routine où tu dis, alors le mardi de 16 à 17, Ouais, tous les bébés, ouais, on c'est passe dans ça. les chambres faire de la musique. Là, ça va plus. Parce Mm, que ce mhm. bébé-là, c'est peut-être pas à ce moment-là dont il y en aurait C'est besoin. ça. Et qu'on Donc, perd, on perd tout ce qu'on s'était dit avant sur le fait d'individualiser c'est les ça. soins. En Ouais, effet, si on globalise l'intervention des musiciens, oui, ça va pas fonctionner pour tous les bébés. c'est ça, tout à fait. D'accord. Ok. Et alors, du coup, maintenant qu'on a vu tout ça, alors je pense qu'on en a déjà parlé, mais peut-être qu'on peut résumer et restructurer un petit peu tout ça. Quels sont les impacts qu'on va pouvoir évaluer sur les bébés, justement, une fois qu'on a mis en place tous ces soins de Ouais. développement? Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec le NIDCAP, comme c'est une certification, que c'est un protocole, etc., ben, il y a des études qui ont été faites et de comparer avec et sans la prise en charge soins de développement. Et ce qui est super, c'est qu'en France, on a eu des grosses études qui s'appellent Épipage sur le devenir des Tu en as bébés déjà parlé, prématurés. hein. Voilà, dont on a déjà parlé et je vous en ai déjà parlé parce qu'on avait vu que l'allaitement, la présence parentale, le pot à pot prolongé et précoce avaient un impact sur le développement de l'enfant. Et donc, en fait, ça fait partie des choses qu'on fait de façon plus évidente et sans se poser de questions quand on fait du NIDCAP. Et donc, ce qui ressort, c'est que les bébés qui ont bénéficié de ce type d'accompagnement, c'est des enfants qui vont mieux organiser leurs différents systèmes, qui vont donc avoir moins de bradycardie, mieux respirer, donc faire moins de complications, moins d'infections, avoir des diminutions de durée d'hospitalisation. Ils vont rentrer plus vite à la À maison la parce qu'ils maison? sont plus stables. Ils ont donc moins de douleurs aussi. Enfin voilà, c'est des bébés qui vont mieux et l'hospitalisation est moins difficile. J'allais dire Et moins plus difficile. évidente, je sais pas, on va dire moins difficile. Mm. Et c'est des bébés qui aussi ont un meilleur développement après. Alors, ça ne veut pas dire que quand il n'y a pas de NIDCAP, ils ne vont pas avoir un bon développement. Mais en fait, dans les études, il faut toujours aller vérifier ce qui joue aussi. C'est qu'en fait, ces bébés où il y a eu du NIDCAP, on a inclus les parents. Donc, c'est des parents qui connaissent un peu mieux leur bébé, qui du coup Mm. ont eu l'habitude de les observer, qui du coup vont être plus sereins et une fois à la maison vont mieux les observer, vont être plus en mesure de les accompagner, de les stimuler de façon adaptée et donc de permettre un meilleur développement. Voilà, c'est pas juste les soignants ont fait du NICAP, donc mon bébé se développe mieux après. C'est lié à d'autres choses, hein. Enfin, il ne faut pas faire des réductions quand on D'accord. analyse Ouais. les études, hein. Par rapport aux parents, justement, on a noté une certaine diminution des dépressions postpartum, de tout ce qui est dépressif en post-hospitalisation, puisque la Mhm. prématurité est une sacrée épreuve et c'est compliqué pour les parents. Donc on a vu que ces parents-là avaient plus de facilité dans la création du lien, plus de confiance en eux, plus de valorisation, ils se valorisaient plus, donc ça se passait mieux parce qu'ils étaient plus détendus et ça avait une répercussion sur le bébé. Et comme ils ont plus de connaissances de leur enfant et de leur capacité à eux, une plus grande autonomie lors du retour à la maison. Et donc du coup, toi, après c'est un cercle vertueux, quoi. Plus grande Bien sûr. autonomie, plus de Mm, confiance bien en sûr. soi, moins de La confiance, dépression, voilà. un enfant Mm. qui va mieux, un enfant qui interagit plus, un enfant qui se développe mieux. Enfin voilà, c'est un peu Voilà. lié. Des parents qui vont bien, qui vont mieux. Et pour les soignants, parce que les soignants aussi, bah, ils vont mieux dans les unités NIDCAP, parce que du coup, il y a une revalorisation de leurs compétences de soignants aussi, puisqu'ils sont dans l'observation de l'enfant, de l'individualisation du soin, et pas juste d'appliquer ce qu'on leur demande de faire. Du coup, ça améliore aussi considérablement les environnements de travail, parce que c'est des Mhm. services qui sont moins lumineux, qui sont un petit Ouais, peu plus plus calmes. calme. Souvent, Mm. c'est des structures qui sont un petit peu plus réfléchies pour favoriser tout ça, donc plus agréable de travailler et une satisfaction personnelle en fait, hein, de faire un travail, enfin d'être Mm. bien quoi quand tu travailles. Donc en gros, l'idée, c'est que ça permet de poursuivre le dernier trimestre de grossesse qui est interrompu en essayant de reproduire dans les soins les conditions in utero et en respectant du coup les besoins du bébé. Ça favorise la création du lien et puis bah, c'est utile pour la suite parce que du coup c'est toujours valable après. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai raconté des différents étages de la maison, ça fonctionne aussi avec les bébés à terme et ça fonctionne aussi avec un bébé qui pleure où on va se dire, oh là, attends, je comprends pas là, pourquoi il pleure et puis je vais dépiler les différents trucs en me disant, bah, en fait, bah, tu vois, c'est parce que je le tenais d'une façon qui ne le sécurise pas. Du coup, comme il n'est pas sécurisé dans sa posture, du coup, il peut pas être en interaction et il pleure. Enfin, voilà. Donc, c'est hyper intéressant. C'est bien que tu le précises parce que justement, quand on a fait nos stories là, d'avant live, il y avait justement quelqu'un qui disait, mais les soins de développement, c'est aussi fait pour les enfants nés à terme. En maternité, on peut le faire.
Bien sûr, bien sûr. En fait, c'est l'observation de l'enfant et Mm. l'individualisation, quoi. Après, c'est vrai, c'est ce qu'on disait avec ce que disait Brazelton. Brazelton, il a fait toutes ses études sur des bébés à terme Sur qui les allaitaient. nouveau-nés à terme, oui. En fait, Mm. c'est juste que le bébé prématuré, il est encore plus Plus soumis immature. à... Mm. Il peut encore plus facilement déréguler et se désorganiser si on lui apporte pas de soutien. Donc, on va devoir soutenir pour lui permettre de bien réguler tout ça et Mhm. d'être capable d'être en interaction avec ses parents. J'ai cru voir une question, quelqu'un demandait les centres NIDCAP en France, Oui, etc. oui, 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 Alors, oui, tout du à coup, fait. il y a deux centres de formation. Il y a Brest et il y a Toulouse. La personnalité des soins de développement en France, c'est le docteur Jacques Sizun, le professeur Jacques Sizun, qui d'ailleurs est responsable d'un DU soins de développement, soins centrés autour de l'enfant, et donc qui était à Brest, qui maintenant est descendu plus dans le sud de la France. Et du coup, à Brest, ils sont NIDCAP depuis longtemps. Et du coup, j'ai été un peu regarder les centres en France. Alors, il y a une vingtaine de centres en France. Après, il y en a qui sont certifiés, il y en a où ils passent les certifications. En tout D'accord. cas, voilà, Il y a la quand même 20 philosophie est centres qui sont appliquée. sur. Et donc, on sent que c'est parti de Brest, hein, quand même. Parce que Ça se passe la beaucoup dans Bretagne est en l'Est, force, dans dans l'Ouest. l'ouest, ouais, l'heure de la cigogne en force. Donc, on a Brest, Rennes, Nantes, Vannes, Saint-Brieuc. Voilà. Ensuite, on a Poitiers. On descend dans le sud, Toulouse, Montpellier, Marseille. On remonte un peu, Grenoble. On remonte plus, Besançon. On va carrément dans le nord, Lille, Roubaix, Chez nous. Valenciennes. Voilà, Lille, Roubaix, Valenciennes, chez toi. Mm. Un peu en Normandie, vers Caen. Et au niveau de ma région à moi, on a Port-Royal à Paris, on a le Blanc-Ménil, on a Évry et on n'oublie pas les Dom-Tom avec Saint-Denis de la Réunion. Voilà. Donc après, je suis pas hyper calée sur ceux qui sont vraiment certifiés, ceux en cours de certification. En tout cas, voilà, il y a ça. Mais par exemple, là, j'ai fait une formation, enfin, je suis en cours de formation en ce moment et je sais que par exemple, Lyon, ils sont plus sur une approche Bullinger, mais qui du coup D'accord, revient au même par rapport au positionnement de l'enfant, à son observation. Voilà, c'est pas du NICAP, mais c'est des soins de développement. d'accord. Et Et quand effectivement, il y tu a des dis services. boulanger, quand tu parles de boulanger, en fait, donc on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est sur le même principe, c'est une philosophie, mais il n'y a pas de certification boulanger. Quand il y a Alors, une je suis pas certification handicap, pour le c'est coup, ça. il y a des formations par rapport à Des la façon formations, dont, d'accord. voilà. Après, je t'avoue que je suis pas spécialisée Bullinger parce que moi, dans mon Mm. service, on parlait plus NIDCAP. Donc, du coup, Mhm. je le Oui, et découvre en un peu. Enfin, France, je le on entend connaissais, beaucoup mais parler voilà. handicap. Mm. Après, je pense que ça dépend aussi de ce à quoi toi tu as été bercé. Mais effectivement, Mm. le NIDCAP, c'est international. Du coup, ça part de Brazelton et de Hals, donc américain. Et il y a 20 centres de formation dans le monde. Donc, il y en a beaucoup aux États-Unis aussi. Mais voilà, il Mm. y a des journées internationales. NIDCAP, c'est un truc vraiment international. Bullinger, je suis pas Mm. sûre que ce soit allé Oui, il y a peut-être moins l'envergure aussi. est peut-être. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, effectivement, il y a des services qui sont sensible à ça d'une autre manière, quoi, du moment qu'on est centré sur Mhm. l'enfant, sur C'est son ça, positionnement, voilà. la priorité, hein, c'est L'environnement, la façon de le l'essentiel. Mm. positionner, c'est important, quoi. Donc, D'accord. Et on voilà. avait aussi un autre commentaire qui nous disait que ce qui était intéressant aussi, c'était d'avoir une infirmière puéricultrice référente. Oui, tout à fait. Et c'est permettait Oui, oui, voilà, de mieux comprendre les transmissions, d'avoir plus d'informations et être vraiment axé sur sur le suivi médical, d'avoir plus d'informations. oui. Est-ce que toi, tu as des conseils justement à donner peut-être aux parents qui aujourd'hui sont à l'hôpital avec leur bébé sur justement comment comprendre ces soins de développement? Oui, oui, oui. Alors, effectivement, c'est vrai que les infirmières référentes, ça va permettre d'avoir des personnes qui vont connaître un peu mieux le bébé et qui auront l'habitude. Alors après, on transmet aux autres collègues, hein, mais c'est vrai que du coup, quand on a l'habitude des parents, du bébé, on est plus dans la connaissance, l'accompagnement individualisé, c'est peut-être un peu plus facile. Mais après, même quand on ne connaît pas le bébé, on va prendre le temps de le découvrir. Mais alors moi, ce que je vous conseille, c'est déjà ne pas vous stresser quand le centre il est pas mis de cap, hein, ça ne donne pas moins de chance à votre bébé parce que maintenant, dans Ouais, on toutes l'a les vu tout unités, à on fait l'heure. quand même attention à la lumière, on fait attention au Mm. bruit. Ça, c'est quand même sacrément diffusé depuis les 20 dernières années, donc c'est plutôt bien. Par contre, c'est intéressant d'en parler avec les soignants en leur demandant, du coup, les soins de développement, vous connaissez parce qu'en fait, c'est très drôle. Moi, je rencontre des parents où je sais qu'il y a cette philosophie-là dans les services. Et du coup, j'en discute avec eux. Là, ça m'est arrivé récemment en disant, bah, du coup, les soins de développement, vous connaissez? Ils me disent, oh, non, pas du tout.
Ah bah en gros, il y en avait là, dans votre service. Donc c'est important d'en discuter avec les équipes en disant et du coup, qu'est-ce que vous faites pour la prise en charge et voilà. Et si vous sentez que c'est pas forcément quelque chose auquel ils sont sensibilisés, le fait de vous être le plus présent auprès de votre bébé, de participer aux soins un maximum, de l'observer, d'essayer de comprendre comment il fonctionne, de faire du pot à pot le plus possible. Enfin, en fait, ça fait partie des préconisations, hein, le pot à pot, la présence des parents. Donc, en fait, vous accompagnerez votre enfant de la meilleure façon Oui, possible. c'est des soins de développement à part entière. Et puis de se faire accompagner, que le bébé soit à terme ou pas à terme. Voilà, moi, c'est ce qui m'intéresse énormément aussi aujourd'hui, c'est de montrer, c'est pour ça que je me forme à l'échelle NBO, qui est l'échelle de Brazelton, vraiment simplifiée et qui, là, pour le coup, va montrer les compétences du bébé, pour pouvoir montrer aux parents les compétences de leur enfant et la façon dont ils communiquent. Et voilà, et d'expliquer comment ça se passe et que le bébé a d'autres signes au niveau de son comportement. Il ne communique pas que par les pleurs. Les pleurs, d'ailleurs, sont un signe Mm. d'alarme, en fait. C'est pas une communication. Donc, oui, c'est important de. Voilà. Après, bah, je reparle encore de l'association SOS Préma, hein, parce qu'effectivement, ils font partie de ceux qui essayent de sensibiliser autour du NINCAP, de faire que les services aient des structures, des architectures adaptées pour pouvoir inclure des lits pour les parents, de faire des chambres mère-enfant. Il y a des endroits dans le nord, ils sont super balèzes dans les pays nordiques. Euh, Ils ont réussi à mettre des lits, des chambres mère-enfant avec des bébés réa, des bébés intubés, ventilés, et la mère est dans la chambre et elle dort, etc. Et ils font encore plus fort que ça. Ils ont réussi à faire des réa doubles, c'est-à-dire les mamans réa. Les mamans qui sont en réa parce que Ah, prééclampsie, parce que complications, en fait, elles sont prises en soin avec le bébé qui est pris en soin dans la même chambre. Et ah, bon, c'est après, formidable ça. après, il n'y a que Mm. les pays nordiques qui sont tellement en avance qu'ils se sont dit on va Mm. faire encore plus. Nous, déjà, on essaye d'avoir des chambres mère-enfant sur des C'est bébés ça, c'est qui ça. sont près de la sortie. Mais du coup, voilà, il y a plein de choses à faire. Et du coup, SOS Préma divulgue avec toutes les recommandations du Green, tout ce qui est les réflexions autour du fait que c'est essentiel de ne pas séparer les parents, de faire du pot à pot et toutes ces choses-là. Voilà, Oui, c'est pour ça. c'est très important de Mm, 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 mm. sensibiliser et de passer le Et, message. et les choses évoluent, donc ça c'est bien. Oui, les choses évoluent, oui, oui. Ouais, tant Bah oui, mieux. parce qu'on voit que c'est Tant mieux. positif. En fait, c'est Ben, ce qu'on bien va se sûr, dire, c'est oui. que Oui. finalement, l'hôpital, quand il voit que ça diminue la durée de séjour et que, en fait, les enfants vont mieux et restent moins longtemps, bah finalement, c'est un peu horrible hein, de dire ça, mais c'est rentable en fait. Donc Mm. finalement, une philosophie de soins qui permettrait que l'enfant aille mieux et qu'il reste moins longtemps à l'hôpital, bah ça intéresse tout le monde. Donc Ouais, c'est c'est sûr. aussi un point Ouais, fort oui, pour bien sûr. appuyer sur le fait que la façon dont on soutient l'hospitalisation enfin voilà, est favorable Ouais, ouais, c'est ça. Pour tout le monde. pour tout le monde, Mm. quoi. Et en Pour premier tout le lieu, monde. surtout pour les parents et leurs bébés, bien sûr. Mais voilà, c'est un argument de poids pour, Mm. pour inciter tout ce qui est administratif à mettre en place toutes ces choses-là, quoi. Toutes ces choses-là, c'est ça. Voilà. Je ne sais pas si on a Ouais, des questions, parce que du coup, j'ai beaucoup parlé et bon, alors moi j'ai pas mis le chrono, donc je sais absolument pas quelle heure il est. je pense que ça fait 1 heure, à mon avis. Donc, Ah ouais, donc on va pas bah après, tarder en c'est pas très effet. grave. On Bah, peut répondre aux questions. C'est juste que moi, elles seront pas alors dans on a le juste, live que je remets, mais c'est pas très grave. ah oui, mais oui. Il y a une maman qui dit que même pour le confort des parents, c'est déjà compliqué, qu'on n'est pas très en avance en France. Oui, on est d'accord. Alors c'est très Il y a, dépendant, c'est très ouais, dépendant des services, hein, ça il c'est y a des certain. services en Et fait. moi je vous conseille vraiment de vous créer votre bulle en fait. C'est-à-dire qu'effectivement il n'y a pas de confort, mais créez-vous, ajoutez tout ce qui vous crée du confort à vous, quoi. C'est-à-dire Mm, que mm, effectivement des fois c'est des chaises pourries et tout, mais peut-être que vous pouvez avoir un petit coussin que vous allez mettre sur la chaise, peut-être que vous pouvez un accrocher des bon plaid. photos, Mm. ouais, des C'est ce photos qu'on de votre disait entourage. dans le dernier live, On en parle je crois. souvent, On ouais. disait qu'il faut vraiment Se investiguer créer la sa chambre pour bulle, que, quoi. voilà. Ouais. C'est ça. Oui, oui, il faut essayer, il faut pas hésiter à se recréer sa bulle pour justement à se soutenir, quoi. C'est Et puis ça. poser Ouais, des ouais. questions, demander, hein, parce qu'il y a des choses qui sont parfois possibles, mais c'est pas évident. Oui, et on le sait pas. Ouais.